Chers amis, bonjour, ici Yehoshua Levi qui vous parle de Kfar Maimon. Je me permets de consacrer ces chroniques à la situation militaire entre Israël et ses voisins, car le problème des territoires n'est pas seulement un problème idéologique, aussi bien pour les Palestiniens que pour les Israéliens, les Palestiniens soutenus dans cette affaire par les États-Unis, mais c'est un problème de stratégie militaire, de problème de sécurité élémentaire. Et je voudrais que ceux qui, à l'extérieur d'Israël, se posent la question de savoir s'il ne faut pas de redonner les territoires en faveur de la paix, eh bien, se rendent compte vraiment de la situation sur le terrain. L'actuelle vulnérabilité d'Israël face aux attaques conventionnelles des armées arabes ne provient pas uniquement de l'infériorité quantitative de Tsahal par rapport à une éventuelle coalition d'armées ennemies. Elle résulte également du fait qu'Israël ne possède qu'une petite armée d'actives, mais de grandes forces de réserve. Ce à l'inverse des Arabes, dont les armées de métier sont très importantes en effectif, et les forces de réserve relativement négligeables. Sur le Golan, pendant l'été 73, l'asymétrie entre les forces syriennes et israéliennes s'était soldée par la présence de 800 chars syriens contre 60 chars israéliens. Et ce nombre a été seulement porté à 177 par Tsahal à la veille des hostilités de la guerre de Kippour. La leçon à tirer, c'est qu'Israël peut être aisément surpassé à hauteur de 8 contre 1 par une coalition de forces arabes avant même l'appel des réservistes. Ce fut en fait grâce à ses positions stratégiques au sol sur le plateau du Golan que Tsahal est parvenu à circonscrire l'avancée syrienne avant l'arrivée des réservistes. Tant que la guerre conventionnelle reste l'élément essentiel de l'équilibre des forces armées régionales, les conditions qui déterminent cet équilibre topographique, profondeur stratégique, etc., restent capitales pour la défense d'Israël. Les missiles viennent donc s'ajouter à la menace des armées conventionnelles, mais elles ne les supplantent pas, bien au contraire. Elles ne remplacent pas ces menaces, elles s'y ajoutent. Au lieu de restreindre par leur déploiement l'aspect déterminant du facteur territorial, l'irruption des missiles sur les champs de bataille proche-orientaux lui donne encore plus d'importance à mes yeux. Car c'est bien l'infériorité quantitative d'Israël qui risque de convaincre les généraux des armées arabes d'exploiter précisément ce temps mort du système de défense de l'État juif. C'est d'ailleurs ce que les États arabes ont fait tout au long de leurs différentes attaques surprises contre Israël, ce temps qui précède l'arrivée des réservistes sur les lignes du front. Cette mobilisation exige 2 longues journées complètes, 48 heures donc, qui octroient par définition un immense avantage aux forces ennemies. Des attaques aux missiles combinées à un assaut terrestre seraient en mesure de retarder considérablement encore l'arrivée des réservistes dans leurs unités et donc d'exposer dangereusement le pays tout entier. Malgré leur faible précision et le peu de valeur militaire dont jusqu'ici ils ont fait preuve, l'utilisation des missiles balistiques peut à présent bouleverser de fond en comble tout le dispositif de la défense israélienne. Leur lancement dès le début des hostilités signifierait que l'armée d'actives et les forces du contingent seront beaucoup plus longtemps les seuls à contenir l'offensive arabe avant l'arrivée des réservistes et avant le début de la contre-offensive. Il n'est pas exclu que dans ce cas, l'appel des réservistes ne puisse être réalisé qu'en 72 heures plutôt qu'en 48 heures. Une journée entière de plus et c'est énorme. Il est évident que dans ces conditions, des lignes de défense plus avantageuses sur le plan topographique s'avéreront plus que jamais essentielles. Indépendamment de la question de savoir si l'introduction de missiles est susceptible de provoquer la révision des considérations territoriales actuelles, leur utilisation pose à nouveau le problème des capacités de l'armée de l'air, censée préparer le terrain aux forces terrestres.
À cet égard, Israël n'a rien à apprendre de l'expérience américaine de 91. Car la tempête du désert, en fait, fut une guerre menée sur l'initiative de l'Amérique, qui avait décidé d'attaquer la première, et qui n'a donc pas dû assumer les risques d'une offensive surprise. Par contre, lorsque l'Irak avait décidé d'attaquer le Koweït, eh bien, il a suffi de moins d'une heure ou d'un jour pour envahir tout le Koweït. Qui plus est, les opérations dans le Golfe n'étaient en rien limitées dans le temps par l'horloge intraitable du Conseil de sécurité de l'ONU. Et ce, à la différence du cas d'Israël, à qui, pour des raisons politiques et diplomatiques évidentes, on ne laisse jamais le loisir de mener 6 semaines avant une quelconque offensive terrestre des bombardements aériens sur les cibles militaires ennemies. Regardez seulement ce qui s'est passé rien qu'avec un bombardement contre le Hezbollah, une petite opération, enfin petite, elle a quand même coûté la vie à plusieurs soldats israéliens, mais enfin une petite opération, pas d'envergure du tout, contre 2 ou 3 petits villages au Liban, et immédiatement le monde entier s'en est ému. Alors vous pensez que le monde entier resterait les bras croisés en voyant Israël pouvoir se permettre, comme les Américains l'ont fait, de bombarder les objectifs 6 semaines avant toute opération terrestre? Allons donc. C'est vraiment de l'inconscience de vouloir comparer les situations. Dans tous les cas, Israël devra donc s'efforcer de jongler avec les cessez-le-feu que le Conseil de sécurité tentera, comme à son habitude, de lui imposer. L'État juif devra détruire le plus rapidement possible et sur leur territoire les forces ennemies, notamment les rampes de lancement de missiles. Il s'avère donc que pour Israël, les leçons des combats aériens contre l'Irak sont totalement inapplicables. Et cela, il faudrait que les Américains le comprennent. Mais le comprendront-ils? On va le voir dans une prochaine chronique. Shalom, c'était Yoshua Lévi qui s'est transformé pour vous en chroniqueur militaire. Ici Yoshua Lévi qui vous parle de Kfar Maimon. Bonjour. Malgré la dépendance économique sans cesse croissante d'Israël envers les États-Unis depuis 1973, l'État juif peut tirer fierté du fait qu'à la différence des pays de l'OTAN ou de ceux d'Extrême-Orient, il n'a jamais requis l'intervention directe des troupes américaines. Il a demandé et continue de demander de l'argent ou des garanties, mais pas des soldats. Le conflit du Golfe a mis en exergue 2 événements importants de ce point de vue-là. Le fait tout d'abord que des équipages de bombardiers américains avaient pour mission de détruire les rampes de lancement de Scud orientées sur Israël, cependant que Jérusalem appliquait sa politique de retenue et laissait travailler les forces de la coalition au lieu de se lancer dans les opérations de représailles. D'autre part, et pour la première fois, c'est vrai, dans les annales de relations israélo-américaines, les États-Unis ont rapidement déployé sur le territoire israélien lui-même des batteries de missiles sol-air patriotes avec la pointe de servant américain. Bien que ces missiles patriotes n'ont pas été tellement efficaces qu'on avait bien voulu le dire, il n'empêche que pour certains observateurs, ce précédent s'inscrirait dans la ligne choisie par le gouvernement américain, celui de préserver la paix. D'ici à se demander pour quelle raison Israël refuserait, après tout, le cas échéant, le déploiement d'unités américaines sur le Golan, n'y aurait-il qu'un pas? En fait, pas vraiment. Car si Israël a accepté le principe d'une protection étrangère en donnant son accord au déploiement sur son propre territoire de batteries de patriotes, il ne l'a fait que contraint par son manque crucial de moyens adéquats de défense et de riposte. Ce qui signifie en clair que Jérusalem n'avait alors pas d'autre choix à sa disposition. De plus, en accordant crédit aux forces aériennes censées détruire les Scud irakiens pendant la première partie du conflit, l'option de retenue israélienne était considérablement facilitée par la nature limitée de la menace irakienne. C'est un caractère assez unique et original de cette position en septembre 91. Au vu des circonstances,
Je reste convaincu qu'Israël a bien fait de ne pas réagir aux missiles. Comme cette guerre ne menaçait pas l'existence même vitale d'Israël, il fallait adopter une ligne de conduite qui nous assurera les plus grands atouts politiques et stratégiques possibles. On comprend donc que face aux milliers de chars syriens risquant un jour de forcer la ligne du Golan, Israël tienne au contraire à garder, envers et contre tous, son indépendance politique et militaire. La situation de l'État juif est en effet loin d'être aussi favorable que celle des États-Unis pendant la guerre du Golfe, lesquels ont pu constater quelques si longs mois que leurs préparatifs ne servaient pas à diminuer l'agressivité de leur ennemi. Ils se sont donc préparés à la guerre sérieusement. Par ailleurs, un autre élément présente un danger réel pour Israël, le fait que l'opinion publique américaine est lasse d'accepter le coût moral et financier des diverses interventions de ses forces armées à l'étranger. Le passé l'a prouvé, quand des armées étrangères sont seuls garants de la sécurité d'un peuple, cette sécurité est évidemment menacée, dépend de la bonne volonté de l'opinion publique de ce peuple. Or, cette opinion publique varie ô combien, surtout quand il s'agit d'Israël. Nous y reviendrons dans une prochaine chronique. Shalom, c'était Yehoshua Levi qui vous parlait de Kfar Maimon. À bientôt. Ici Yehoshua Levi qui vous parle de Kfar Maimon. Bonjour. Depuis la guerre du Golfe, l'idée est devenue courante qu'Israël n'aurait pas de difficulté à s'engager dans le processus de paix, surtout dans une situation nettement meilleure sur son front oriental. Mais le tracé des frontières et la signature d'accords de sécurité ne doivent pas être seulement le reflet d'une situation ponctuelle à court terme. Ils devraient garantir la sécurité d'Israël pendant plusieurs décennies. Pendant la guerre des 6 jours, l'armée israélienne a détruit 83% du potentiel de l'armée de l'air égyptien et 74% de ses blindés, ce qui n'a pas empêché l'Égypte et ses alliés arabes de mettre à peine 6 ans à recouvrer leurs forces de frappe et à lancer l'attaque surprise d'octobre 73. 2 ans plus tard, l'Égypte, plutôt décimée par la guerre de Kippour, n'est-ce pas, a de surcroît pu déclencher sa guerre d'usure contre les positions israéliennes le long du canal de Suez. Certes, l'opération Tempête du désert a mis hors de combat 57% des avions de chasse irakiens et 50% des blindés, mais l'Irak continue de faire l'objet des sanctions de l'ONU. Il possède toujours des ressources naturelles malgré ces sanctions, des ressources naturelles et humaines suffisantes pour se permettre d'entretenir une très puissante armée. Or, ces sanctions finiront bien par prendre fin un jour ou l'autre, et les vendeurs d'armes occidentaux recommenceront, ils le font déjà, à entrer massivement en lice pour s'emparer une fois de plus des juteux marchés irakiens, pour ne pas parler des autres marchés comme ceux de l'Iran ou de la Syrie. Donc, aussitôt que seront levées les sanctions de la communauté internationale contre l'Irak, il y a gros à parier que ce pays orientera ses options stratégiques vers ses confins occidentaux, en l'occurrence vers le royaume de, vous l'avez deviné, Jordanie. Il le fera d'autant plus aisément que ses différends avec l'Iran à l'est et le Koweït au sud lui ont coûté très cher. La Jordanie occupe par contre une place privilégiée dans les visées géostratégiques de l'Irak, tout comme ce fut le cas de l'Iran au cours des 8 années de conflit avec Bagdad, époque où le port jordanien d'Aqaba, sur la mer Rouge, fut exploité par l'Irak comme possibilité alternative d'ouverture vers la mer quand l'accès au golfe Persique lui était coupé. Or, on sait qu'à la suite de la tempête du désert, l'Irak s'est employé en vain au rapprochement avec l'Iran, essentiellement pour tenter de garantir son accès au Châtel arabe. La perte de son débouché koweïtien sur le golfe Persique redonne toute son importance au port jordanien d'Aqaba. D'ailleurs, c'est par Aqaba que l'Irak avait été alimenté pendant toute la durée de la guerre. De plus, le soutien inconditionnel apporté par la Jordanie à l'Irak au cours de l'offensive militaire de janvier 91 restera longtemps gravé dans les mémoires des dirigeants irakiens.
La Jordanie est en effet le seul pays arabe à population sunnite relativement homogène, et les dirigeants irakiens savent apprécier ce facteur à sa juste valeur. Au cas où les futurs accords de paix arabo-israéliens exclueraient l'Irak, Bagdad s'empressera de prendre la tête du futur front du refus arabo-palestinien. Les implications stratégiques de l'activisme irakien en Jordanie ont été inventoriées après la fin de la guerre du Golfe. Les Jordaniens peuvent se contenter de leurs faibles forces militaires à condition de pouvoir compter sur celles de l'Irak. Dès lors, la longue frontière que la Jordanie partage avec Israël fera courir à Israël des risques décuplés. La guerre du Golfe a démontré qu'Israël doit envisager avec beaucoup de circonspection le problème de ses capacités défensives sur le front oriental et qu'il ne peut en aucun cas prendre à la légère l'éventualité d'une menace irako-jordanienne. Dès août 1990, le chef d'état-major israélien avait prévu divers scénarios, notamment l'entrée des forces irakiennes en Jordanie après leur retrait du Koweït, ce qui aurait signifié un retour à la situation prévalant à la veille de la guerre des 6 jours, et ce qui aurait exigé qu'Israël appelle tous ses réservistes, de même que la concentration de toutes ses forces le long de la frontière jordanienne. En fin de compte, la situation sur le front oriental d'Israël sera fonction, à l'avenir, des relations existant entre les divers États arabes et du niveau de coopération stratégique prévalant entre eux. Au cours des années 80, Israël pouvait se permettre d'exclure la menace irakienne du fait que l'Irak se consacrait entièrement à son conflit avec l'Iran. Mais avec l'invasion du Koweït, la conjoncture a changé. Le rapprochement irano-irakien constitue un danger qu'Israël ne peut plus ignorer. Pour la décennie à venir, l'État juif ne peut compter en permanence sur les rivalités internes du monde arabe. Les implications territoriales telles qu'elles ressortent des différentes interprétations possibles de la résolution 242 du Conseil de sécurité joueront certainement un rôle essentiel dans les pourparlers de paix de ce point de vue-là. Je vais y revenir dans ma dernière chronique consacrée à ce sujet. Shalom, c'était Yoshua Levi qui vous parlait de Kfar Maimon. Bonjour, ici Yoshua Halevi. Les implications territoriales des prochaines conversations entre Israël et les Arabes sont évidemment importantes. Israël va s'efforcer de faire admettre le principe énoncé par le texte même de cette résolution, reconnaissant à tous les pays de la région le droit de vivre en paix à l'intérieur de frontières sûres et reconnues, et le retrait israélien de territoires occupés au cours du récent conflit. Je dis bien 2 territoires, c'est pas seulement une querelle sémantique, et non pas de des territoires. Si du point de vue américain, la résolution s'applique à tous les pays ayant part au conflit, l'Égypte avec le Sinaï, la Jordanie avec la Cisjordanie, la Syrie avec le Golan, les Israéliens s'empressent de faire la différence entre tous ces fronts qui possèdent chacun des caractères stratégiques et un potentiel de menace spécifique. Sans parler des subtilités sémantiques donc, déjà bien connues, de la distinction, d'après le texte anglais de la résolution, entre les formules « de territoire » et « des territoires », c'est-à-dire tous les territoires. À la différence du Sinaï, où les zones démilitarisées maintiennent à une distance de 200 km de la frontière israélienne les concentrations de troupes égyptiennes, la Cisjordanie se trouve à proximité immédiate des principales agglomérations d'Israël. J'étais l'autre jour à Netanya et j'étais frappé, je le savais déjà, mais j'étais frappé par le fait que la ville de Ariel, qui se trouve en Cisjordanie, était à 30 km et que la vallée du Jourdain ne se trouve qu'à 70 km, de la mer, à 70 km de Netanya. Malgré le peu de profondeur stratégique donc de la Cisjordanie, 57 km de largeur en fait, cette région présente cependant les atouts topographiques manifestes pour la défense d'Israël. Une offensive contre Israël menée par les Arabes à travers la Jordanie supposerait le mouvement des troupes à travers le désert de Judée, chose que, si l'on prend en compte la profonde dépression de la mer Morte, reviendrait à commencer par devoir grimper à une altitude de 1300 mètres pour attaquer Jérusalem et les autres centres vitaux d'Israël. Une Cisjordanie démilitarisée réduirait certes l'éventualité d'activités hostiles de la part des Palestiniens eux-mêmes, mais empêcherait surtout Tsahal
d'occuper des positions stratégiques en cas d'attaque concertée des armées arabes. Je suis toujours frappé en allant en Cisjordanie, enfin pour nous la Judée et la Samarie, où d'ailleurs se trouve actuellement un de mes fils, et c'est la raison pour laquelle j'y vais souvent, de voir combien ces petits points d'appui, ces villages, ont été construits sur les hauteurs. À partir de ces hauteurs, on voit tout le terrain, on domine le terrain, et on peut se défendre. D'autant que cet éventuel accord sur une démilitarisation de la Cisjordanie risque d'être violé en un instant, et donc beaucoup plus facilement que dans le Sinaï. En effet, dans le Sinaï, il y a quand même 200 kilomètres de zones démilitarisées en plein désert. Alors ça se voit. Des mouvements de troupes, ça se voit et ça peut s'attaquer. Tandis que là, il y a 57 kilomètres seulement, et si en plus c'est démilitarisé, en un tour de main, en cas d'agression jordanienne et irakienne sur le front oriental, il suffirait de quelques heures pour occuper cette zone démilitarisée de leur part. À la différence donc des analyses relatives à la situation prévalente dans le Sinaï, la grande majorité des suggestions présentées par des chercheurs ou par des officiers supérieurs de Tsahal supposent le maintien d'une présence massive de l'armée israélienne en Cisjordanie. 3 à 10 000 hommes au moins positionnés le long des voies naturelles menant du Jourdain à la Méditerranée, avec le cas échéant une possibilité rapide d'arrivée de renforts de réservistes. Même les travaillistes qui sont pour le retrait des territoires maintiennent l'exigence d'une frontière militaire, donc d'une présence militaire le long du Jourdain. Envisageant la pénétration des forces irakiennes en Jordanie, il faut savoir qu'une fois entrées en Jordanie, les forces irakiennes peuvent atteindre en 1 heure, 2 heures maximum, la frontière israélienne, c'est-à-dire les localités de la vallée du Jourdain et de la vallée du Beth She'an, et donc parvenir très rapidement à Jérusalem. Les stations d'alerte israéliennes ainsi que les batteries de missiles Hawk positionnées sur les hauteurs qui dominent ces vallées constituent en fait la réponse aux raids aériens à basse altitude en provenance de Jordanie ou d'Irak. La plupart des options israéliennes de contre-offensive impliquent également le contrôle de l'espace aérien du fait que le temps minimum de décollage d'un avion de combat est le même que celui nécessaire pour parcourir la distance qui sépare le Jourdain de Tel Aviv, c'est-à-dire 3 minutes environ. Il faut 3 minutes à un avion israélien pour décoller, et il faut 3 minutes à un avion qui se trouve en Jordanie pour aller à Tel Aviv. Alors il faut se rendre compte de tout cela. Si le consensus existe en Israël sur l'impératif d'accord de sécurité portant sur tous les registres que j'ai évoqués dans mes chroniques précédentes, les aspects spécifiquement politiques de ce débat présentent diverses solutions pour l'application de ces accords. Présence extraterritoriale des forces israéliennes dans un État palestinien, annexion des territoires des bases militaires de Tsahal en Cisjordanie ou autre solution territoriale. Mais croit-on vraiment que les Palestiniens accepteraient une présence quelconque militaire israélienne sur leur prétendu territoire indépendant? On a vu que même les Égyptiens ont failli remettre tout en question pour quelques mètres carrés de sable à Aqaba avec un hôtel que les Israéliens avaient construit, qui d'ailleurs actuellement est au bord de la faillite depuis que cet hôtel a été récupéré par les Égyptiens. Le consensus existant dans l'opinion israélienne relatif au Golan est encore plus unanime que pour la Cisjordanie, tout simplement parce que la menace syrienne est plus tangible encore, plus visible, que le plateau du Golan ne dépasse pas 30 kilomètres de largeur. Cette région fait utilement tampon entre Israël et la Syrie. La preuve en a été largement faite pendant la guerre de Kippour, où malgré l'effet surprise bien calculé par Damas, et malgré la quantité énorme des blindés déployés, la Syrie n'est pas en définitive parvenue à l'emporter sur les forces israéliennes. Pour parvenir à un temps d'alerte équivalent à celui conclu pour le Sinaï dans le cadre de Camp David, les forces syriennes devraient se retirer à une distance de 200 km du Golan, autrement dit, elles devraient se déplacer leur position à l'arrière de Damas, derrière la capitale. Vous pensez que c'est invraisemblable? Là aussi, une éventuelle démilitarisation du Golan ne remplacera jamais
la présence de l'armée israélienne. Large de 30 kilomètres à peine, ce plateau ne pourrait-il pas être remilitarisé en moins d'une petite heure? La mise en place de bases militaires de Tsahal sur la route de Damas, même avec des contingents limités, constituerait évidemment une solution pour Israël, mais elle n'est pas plus envisageable en Syrie qu'elle ne l'est dans une Palestine indépendante. La Syrie parlerait de violation fondamentale de sa souveraineté. En 1974, l'instauration du côté syrien d'une zone partiellement démilitarisée de 10 kilomètres seulement posa nombre de problèmes extrêmement complexes et, rappelez-vous, Henry Kissinger a eu toutes les peines du monde à négocier cette mesure avec Hafez el-Assad du fait justement de la proximité de cette zone avec la capitale syrienne. D'autres mesures, comme la réduction des effectifs de l'armée syrienne ou comme l'adoption par la Syrie d'un système défensif sur le modèle israélien fondé essentiellement sur les réservistes, rassureraient peut-être Jérusalem. L'ensemble donnerait en effet à Israël un temps d'alerte dont Tsahal ne dispose pas à l'heure actuelle. Mais il est presque totalement exclu que le régime totalitaire dirigé par Assad, dont le pouvoir est fondé sur l'armée et les forces de sécurité intérieure, accepte de verser dans la réserve le plus gros de ses effectifs d'actifs. À l'heure actuelle donc, au sommet du plateau de Golan, une distance de 1,5 km sépare les lignes, 1 km seulement, 1,5 km, sépare les lignes de cessez-le-feu israélo-syriennes. En théorie, Israël serait disposé à négocier la restitution de petites parcelles du Golan, mais sur un territoire aussi étroit, aussi exigu, il est peu probable que les concessions maximales d'Israël puissent satisfaire les exigences minimales des Syriens. Et ce, sans parler du fait que le retour aux frontières de 67 menacerait gravement l'approvisionnement en eau de l'État juif. Les nappes phréatiques de Cisjordanie et les sources du Jourdain sur les hauteurs du Golan sont en effet devenues vitales, on l'a vu lors des tempêtes actuelles de neige et de pluie. Seulement circonscrites à un simple accord politique, les concessions territoriales israéliennes seraient assorties de risques beaucoup plus élevés que dans le précédent traité de paix avec l'Égypte, car d'éventuelles concessions territoriales en Cisjordanie et dans le Golan accroîtraient immanquablement la vulnérabilité de tout le territoire d'Israël et exposerait de façon dramatique ces grands centres urbains. Israël va donc devoir faire des choix et mener les négociations en fonction de la conjoncture générale du Proche-Orient sur les plans politiques et militaires. Depuis 1973, la position des États-Unis est un facteur incontournable qui entre en jeu dans toutes les décisions politiques israéliennes, c'est vrai. En général, cet élément se manifeste par des pressions exercées sur le gouvernement israélien, parfois aussi, et plus rarement ces derniers temps, par des mesures d'encouragement plus positives. Au même titre que tous les bouleversements engendrés par la fin de la guerre froide, la crise actuelle qui oppose et divise les États-Unis et Israël sur la question des 10 milliards de dollars de garantie américaine pose la grave question de savoir si le système de relations qui avait prévalu jusque-là entre les deux États va pouvoir perdurer. Depuis 1967, en effet, Israël a bénéficié de 3 volants de sécurité garantissant sa survie, qui sont directement dépendants du soutien américain. L'élément territorial que Washington n'a pas estimé utile de remettre en question tant que les Arabes refusaient de participer à des pourparlers de paix. La marge de sécurité psychologico-militaire créée par l'entretien d'un climat d'ambiguïté et de vraies fausses fuites médiatiques sur le potentiel nucléaire et non conventionnel d'Israël, climat largement toléré par les administrations américaines précédentes. Et puis enfin, Israël possédait une supériorité qualitative indéniable en matière d'armement conventionnel, supériorité acquise grâce, il faut le dire, à l'aide massive dispensée chaque année par les États-Unis. Mais à présent, non seulement l'élément territorial est remis fortement en question par le fait même qu'existent des pourparlers israélo-arabes, mais les 2 autres volants de sécurité le sont aussi. Suite au renversement des tendances américaines, Israël va donc devoir réévaluer soigneusement le dosage respectif de ces 3 facteurs relatifs à sa sécurité. Chacun des partisans de la priorité d'un facteur sur l'autre aura à réexaminer l'ensemble de ses positions.
Au cours des 40 dernières années, tant que la non-prolifération des armes atomiques était soumise à des impératifs définis par le face-à-face des deux superpuissances adversaires de la guerre froide, les États-Unis pouvaient accepter l'entretien par Israël d'une ambiguïté sur l'existence de son potentiel nucléaire. À l'heure actuelle, les Américains se sont beaucoup trop engagés dans la politique de non-prolifération pour tolérer sans réagir l'émergence manifeste d'une nouvelle puissance nucléaire. Voilà, je voulais simplement vous dire que lorsqu'il s'agit de maintenir les territoires sous l'administration israélienne, ce n'est pas seulement un problème idéologique, mais un problème vital. Shalom, c'est Yoshua Levi qui vous parlait de Kfar Maimon. À bientôt.